titre de notre rencontre dans ce café citoyen, puisque au départ, c'est ça l'idée, c'est qu'on voulait, et on l'a fait avec la grande aide de Patrice, que soit diffusé un peu de connaissances juridiques, parce que vous l'aurez noté, pendant toute la scolarité, toute notre scolarité, alors que plus de 23 millions de personnes... Vous m'entendez? Ok. Plus de 23 millions... Moyens. Alors j'essaye l'autre micro peut-être. Oui, c'est... Est-ce que c'est mieux? Ah voilà. Oui, donc je disais que, alors que nous sommes actuellement plus de 23 millions de salariés en France, vous aurez noté que le droit n'est absolument pas enseigné. Le droit en général, mais le droit du travail en particulier. Et qu'il faut atteindre et choisir de faire un cursus universitaire en droit pour découvrir quels sont ces droits. Alors, évidemment, l'idée, ce n'est pas de vouloir enseigner tout le temps et à tout le monde, mais on a souhaité en effet diffuser les connaissances en droit, notamment en droit du travail, auprès des salariés pour qu'ils puissent s'en emparer. Alors le titre, c'est les techniques de management pathogène. Vous imaginez bien, on ne va pas faire une séance pour vous lister les types de management pathogène. Moi personnellement, je vais articuler mon intervention en quelques points qui peuvent vous aider à identifier, à réfléchir et surtout peut-être vous rassurer un peu sur ce que le droit peut apporter. Il y a un premier point qui me paraît fondamental, c'est que lorsque l'on est victime d'une situation difficile au travail et qu'on envisage de se défendre, y compris en allant devant une juridiction, quelle qu'elle soit, juridiction du travail, juridiction de sécurité sociale. Je viendrai à la fin de mon exposé comment les juridictions traitent de ces questions de management pathogène. La première question qu'on peut se poser, et c'est bien que vous l'ayez en tête comme étant un principe, c'est qui prouve quoi? Alors le principe en droit commun, c'est que c'est celui qui se plaint qui doit prouver. Eh bien, concernant tout ce qui a trait au harcèlement moral ou au harcèlement sexuel, ou même ce qui concerne, mais de manière peut-être moins évidente, toute la question de la santé au travail, eh bien, le législateur a, depuis 2002, organisé un régime de la preuve qui est plus favorable que le régime de droit commun. Et on appelle ça non pas le renversement de la charge de la preuve, mais l'aménagement de la charge de la preuve. Alors qu'est-ce que c'est l'aménagement de la charge de la preuve? C'est qu'en réalité, quand on estime qu'on est victime d'un harcèlement moral, notamment parce que l'on est victime de techniques pathogènes de management, eh bien, on n'a pas à prouver l'ensemble de ces événements. Et je sais que vous êtes conscient que la difficulté majeure que l'on a dans la tête à propos de ces situations-là, c'est évidemment celle de la preuve et évidemment la certitude ou la croyance parfois que les collègues ne vont pas aider, ne vont pas témoigner. Alors le législateur est venu un peu au secours en 2002 des salariés en empruntant à une technique de la jurisprudence de l'Union européenne qui avait été élaborée sur les discriminations, en disant que le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Donc ça, c'est la première étape de la démonstration. Le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Deuxième étape, c'est à l'employeur de démontrer cette fois que les faits qui sont dénoncés sont sans rapport avec des actes de harcèlement et reposent sur un comportement objectif de l'employeur ou sur une nécessité de service, etc. Et si l'employeur échoue dans cette démonstration, eh bien, le harcèlement moral est reconnu. Donc je pense que vous saisissez la subtilité de l'aménagement qui est capital parce que sans cet aménagement, aucun dossier ne pourrait prospérer. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on doit présenter comme élément de fait puisqu'il faut présenter un tableau concordant. Certains vous diront c'est un faisceau d'indices concordants, d'autres vous diront ce sont les éléments de la présomption que l'employeur doit renverser. En fait, il ne faut pas trop se préoccuper de savoir si c'est un faisceau d'indices concordants, si ce sont des éléments de présomption. Il faut se dire que tout doit pouvoir s'articuler, c'est-à-dire des échanges de courriels, des courriers évidemment, des extraits du dossier médical de la médecine du travail, des certificats médicaux rédigés par le médecin traitant ou un service de pathologie professionnelle, mais aussi vos propres déclarations, c'est-à-dire ce qu'on appelle en matière prud'homale les allégations. Pourquoi ? Parce qu'une allégation non utilement combattue par l'employeur est établie, devient établie. Si par exemple le salarié indique chaque fois que je suis censé déjeuner avec mes collègues, on me colle un planning pour m'isoler de mes collègues et que le salarié n'est pas en mesure de produire des plannings, si l'employeur ne combat pas valablement, utilement cette allégation devient un élément qui vient établir le harcèlement moral. Donc voilà les deux premiers points que je voulais évoquer pour non pas vous rassurer, mais pour vous mettre un peu les idées en ordre, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le harcèlement moral, notamment « oh là là, c'est très dur à prouver ». Non, on n'a pas à le prouver, on a à présenter des faits qui ne sont pas combattus par l'employeur dans un deuxième temps, c'est-à-dire que c'est à l'employeur de prouver finalement qu'il ne s'est pas rendu coupable d'un harcèlement, et vous admettrez que le raisonnement est très différent. Troisième point que je veux évoquer, alors c'est quels sont les types de comportements. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire une liste puisque je crois par ailleurs, et vous le savez, vous l'avez, je crois qu'on vous l'a plus ou moins distribué ou mise à disposition, mais vous savez également que cette liste est très largement diffusée, notamment sur le site souffranceettravail.com que vous connaissez, et sur lequel vous avez cette liste très détaillée qui est issue de nos pratiques professionnelles à tous, hein, c'est-à-dire celle des psychologues du travail, celle des juristes, celle des inspecteurs du travail, celle des médecins du travail. On a rassemblé tout ça et on a fabriqué cette liste du management pathogène. Alors moi, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est simplement les grandes catégories, et avant de ces types de techniques, et avant d'évoquer ces grandes catégories, je voudrais vous dire que tout ça, pour reconnaître une technique de management pathogène qui ne serait pas dans la liste éventuellement, en fait, il faut recourir à son bon sens et au droit
qui est également beaucoup de bon sens. Premier principe qui s'applique en droit du travail, c'est le principe de loyauté, également appelé l'obligation de bonne foi. C'est un principe qui est énoncé à l'article L 1222-1 du Code du travail. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Premier élément. Deuxième élément sur lequel s'adosse tout ce dont on va vous parler, c'est l'obligation de prévention, la fameuse obligation de sécurité dont vous avez forcément entendu parler. Et là, ce sont les articles L 41-21-1 et L 41-21-2 du Code du travail. Ce sont les seuls articles que je vous citerai parce que c'est ce qui constitue la base de tout ce qu'on peut dire en matière de santé au travail, en matière de harcèlement. Et tous les autres textes sur le harcèlement moral, sur le harcèlement sexuel, sur la discrimination, sont des textes spéciaux qui, en réalité, dérivent en quelque sorte de ces deux grandes obligations générales. L'obligation de sécurité, l'obligation de prévention. Si on veut se dire, mais c'est quoi l'obligation de prévention ? Eh bien, l'obligation de prévention, si on le traduit en langage familier, courant, c'est « je rentre en bonne santé dans l'entreprise, je sors en bonne santé ». Évidemment, avec les années en plus, avec la fatigue en plus, aussi quelquefois avec des maladies professionnelles qui sont afférentes, mais qui sont dans un tableau de maladies professionnelles. Mais l'employeur a l'obligation de veiller à la préservation de la santé des salariés. Donc voilà les deux grands principes et les grandes catégories de techniques de management pathogène. C'est évidemment d'abord le détournement du lien de subordination. Vous savez tout ce que c'est que le lien de subordination, ou vous ne le savez pas, mais vous ne sauriez pas le définir forcément, mais vous le connaissez confusément, puisque c'est le critère distinctif du contrat de travail. Lorsqu'il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de contrat de travail, et il n'y a pas de contrat de travail s'il n'y a pas de lien de subordination. Peut-être que Daniel vous en dira deux mots, parce que Daniel milite pour la disparition du lien de subordination. Alors, qui dit subordination ne dit pas humiliation, ne dit pas atteinte à la dignité, ne dit pas violation des principes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la loyauté et la préservation de la santé. Donc évidemment, un employeur qui détourne le lien de subordination en s'exprimant de manière incivile, en refusant de dialoguer, en employant des mots blessants, en dénigrant, en humiliant, en moquant, détourne le lien de subordination. Et le lien de ce sont des violations. À chaque fois que vous sentez qu'il y a un abus de pouvoir, vous êtes dans le juste, vous êtes dans le vrai. Il faut toujours se demander, est-ce qu'il abuse ou pas de son pouvoir? Deuxième grande catégorie par lesquelles l'employeur utilise des techniques de management pathogène, c'est le détournement du droit disciplinaire. Comment est-ce qu'il le fait? Par deux grandes techniques. Infliger des sanctions injustifiées pour des faits véniels ou inexistants. Deuxièmement, infliger des sanctions déguisées. Qu'est-ce que c'est qu'une sanction déguisée? Je te file pas d'augmentation, t'as pas le bonus que les autres ont,
Dans l'entretien d'évaluation, je fais un commentaire qui va desservir ta carrière. Ça, ce sont des sanctions déguisées. Les autres sont des sanctions injustifiées. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que l'employeur peut utiliser des techniques disciplinaires sans utiliser le droit disciplinaire. Troisième catégorie, c'est le détournement du pouvoir de direction. Ce que je ne vous ai pas dit au tout début de mon intervention concernant le lien de subordination, c'est que le lien de subordination, il a deux grands corollaires en droit du travail. Le pouvoir disciplinaire, donc le pouvoir de sanction, comme je vous l'ai dit, et le pouvoir de direction et d'organisation. Sans ces deux pouvoirs, pas de patron. Si l'employeur ne peut pas diriger et organiser, c'est qu'il n'est pas un employeur. Et donc, il n'y a pas de lien de subordination. Et donc, dans ce pouvoir de direction, évidemment, il y a des possibilités immenses de détournement par le fait d'isoler une personne, de lui donner trop de travail ou au contraire de la priver de ses attributions, de la muter, de lui donner des objectifs inatteignables. Ça fait partie d'un abus du pouvoir de direction. Et quant au pouvoir d'organisation, qui est un peu différent, c'est par exemple modifier les horaires sans motif légitime, modifier les jours de repos sans motif légitime, modifier l'emplacement du bureau. Et vous voyez que ces deux, modifier l'emplacement du bureau de manière préjudiciable, néfaste. Hein. Je ne dis pas que modifier l'emplacement du bureau est en soi. Tout ce que je dis, ce n'est pas en soi une technique toxique. Mais si on fait des recoupements, si on observe comment sont traités les autres et si on observe quels sont les motifs ou l'absence de motifs qui sont invoqués pour justifier les décisions, on est ou on n'est pas dans les techniques de management toxique. Tout ça, c'est sur un plan individuel. Sur un plan collectif, évidemment, mettre les salariés en concurrence entre eux, mettre des services entiers en concurrence avec d'autres services, des salariés à l'intérieur des services en concurrence les uns avec les autres. Évidemment, là aussi, fixer des objectifs inatteignables sans atteinte à la santé physique et mentale et sans nécessité de dépassement des horaires, ça aussi, c'est une chose qui peut s'assimiler à une technique de management pathogène. Mais il y a aussi la question des outils de travail. On en parle très peu parce que ce n'est pas tellement une question dont la collectivité de travail s'est beaucoup emparée. Mais il faut savoir que parfois l'outil de travail est pathogène et attentatoire à la santé. Des logiciels qui sont mal conçus, qui obligent les salariés à des manipulations excessives, peuvent constituer une atteinte à la santé et à la prévention dont est débiteur l'employeur. Alors, je peux vous donner 2 ou 3 petites illustrations de ce que je viens de dire pour ensuite terminer parce que le temps file assez vite. Dans une affaire, pour vous donner un exemple d'action collective, précisément sur un outil qui est pathogène, il y a quelques années, mon cabinet, l'Atelier des droits, a mené une procédure contre une très grosse société américaine
qui a racheté pas mal de boîtes françaises, dont notamment Cycli, tout ce qui concerne l'incendie, les extincteurs, etc. Donc une très grosse boîte américaine qui fait plan de licenciement sur plan de licenciement et qui un jour décide de changer le logiciel d'établissement des devis des commerciaux. Et ce logiciel, tout le monde le dit, le CHSCT, les salariés, est une catastrophe absolue. Plusieurs droits de retrait sont exercés, des gens tombent malades, il y a 2 alertes cardiaques, l'inspectrice du travail s'en mêle, elle fait des mises en demeure à l'employeur qui, franchement, ça ne lui fait pas bouger une oreille. Le CHSCT vient me voir et puis on décide de lancer une procédure assez audacieuse à laquelle je croyais moi-même assez peu. Mais il faut, pour faire avancer les choses, il faut les inventer un peu. Et on va saisir le tribunal de grande instance à l'époque en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui consiste à imposer aux salariés un logiciel qui les rend malades. Et on obtient gain de cause. Pas du premier coup, mais devant la cour d'appel. Et la cour d'appel va interdire à l'employeur de déployer le logiciel tant qu'il n'aura pas remédié, etc. Il ne lui interdit pas définitivement. Et donc voilà, premier exemple qui peut être intéressant. Deuxième exemple, bien sûr, vous le connaissez en droit pénal, c'est l'affaire France Télécom, où France Télécom a été condamné pour harcèlement moral institutionnel ou encore harcèlement moral managérial. Donc vous avez bien compris que si France Télécom a été condamné, c'est précisément parce qu'ils avaient mis en place des techniques de management ultra toxiques qui visaient, vous vous en souvenez, à faire partir 20 000 salariés de l'entreprise sans prononcer un seul licenciement et sans mettre en place un plan social. Donc ça, si vous voulez, non pas vous régaler parce que c'est pas du tout régalant, mais si vous voulez prendre connaissance du jugement de première instance de l'affaire France Télécom, vous pourrez le trouver sur Internet. Bon, c'est 353 pages, c'est presque un traité de droit du travail, mais là, vous avez toutes sortes d'exemples de ce que c'est qu'un management pathogène. Dernier élément, devant un conseil de prud'homme, on peut également invoquer un harcèlement moral fondé sur des techniques de management pathogène et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur. Et on peut enfin, là c'est devant les juridictions de sécurité sociale, et j'aurai terminé, faire reconnaître d'abord une maladie professionnelle. J'ai hors tableau, j'ai un client qui travaillait dans la presse, qui était contremaître, syndiqué à la CGC, responsable élu du personnel, pris comme cible par l'employeur pour obtenir son départ, résiste tant qu'il peut, parce qu'il est quand même assez endurci par son mandat syndical, mais finit par s'effondrer. On fait reconnaître la maladie professionnelle et devant les juridictions de sécurité sociale, j'invoque l'existence d'un harcèlement moral qui rend l'employeur responsable d'une faute inexcusable, alors que, effectivement, cette maladie professionnelle n'est pas inhérente à l'exercice de son métier, à la différence de certaines maladies professionnelles qui sont inscrites dans les tableaux, qui, celles-ci, sont inhérentes presque quel que soit le comportement de l'employeur. C'est un risque qui est connu dans tel ou tel métier. On va pas, il y en a 104, donc on ne va pas faire la liste aujourd'hui. Mais donc tout ça pour vous donner l'idée que toutes les juridictions se sont emparées de ces questions de management qui
avant 2002, était totalement absente du débat devant les juridictions. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous dire. C'est court, je suis désolée, c'est dense, c'est un peu superficiel aussi, bien que ce soit un peu paradoxal de dire que c'est dense et superficiel, mais si, c'est comme ça. Et donc je vous laisse un peu la parole, si vous avez envie, besoin de poser quelques questions. On rappelle, pas de consultation personnelle, sinon on n'en sort pas. Voilà. Je vous demanderai, si vous voulez intervenir, de bien attendre que le micro arrive jusque là. Qu'elle se présente. Je voulais juste vous demander par rapport au droit civil et au droit pénal, parce que moi je suis formatrice en prévention professionnelle et de harcèlement moral, et par rapport au droit civil, on dit que l'employeur, enfin la victime du harcèlement moral, a l'obligation de prouver les faits. Alors c'est précisément ce par quoi j'ai commencé. En civil, non. Ah bon? Alors vous avez peut-être raté le début Alors, en civil, c'est-à-dire le civil, c'est quoi? C'est le conseil des prud'hommes. Hein. En droit du travail, la juridiction civile, c'est la juridiction prud'homale. Aucune autre juridiction n'a compétence pour statuer sur les questions de contrat de travail. On présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. C'est à l'employeur de prouver que ces différents éléments n'ont rien à voir avec un harcèlement et reposent sur des éléments objectifs. En revanche, c'est une autre limonade au pénal. Au pénal, il n'existe pas ce renversement, cet aménagement. Pourquoi? Parce que prévaut un principe dont on doit se réjouir, même si ça nous énerve, là, en l'occurrence. Le principe, c'est la présomption d'innocence. Et au pénal, ce n'est pas à celui qu'on poursuit de faire la preuve qu'il est innocent. C'est à l'accusation. Vous savez, aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. C'est l'inverse. Et on sait à quel point la justice américaine dysfonctionne et envoie en prison, voire dans le couloir de la mort, des gens dont on n'a pas établi la culpabilité, mais simplement qui ont échoué à démontrer leur innocence. Donc, en droit français, en droit pénal, ce n'est pas celui qui est accusé qui doit faire la preuve de son innocence, c'est l'accusation qui doit faire la preuve de la culpabilité. Donc, le ministère public ou la partie civile poursuivante, si elle a décidé de mettre en action ce qu'on appelle l'action publique. C'est pour ça que je n'encouragerai jamais les personnes qui pensent qu'elles sont victimes d'un harcèlement moral à se lancer dans une procédure pénale parce que c'est beaucoup trop risqué. C'est presque inutile parce qu'on n'obtient pas le dédommagement qu'on obtient devant les juridictions civiles. Et enfin, c'est dangereux parce que ça peut donner lieu à une action boomerang de l'employeur qui est la plainte en dénonciation calomnieuse. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut jamais aller au pénal. Je dis qu'il ne faut pas y aller tout seul. Il faut y aller quand l'inspecteur du travail a dressé un procès verbal et que le procureur de la République poursuit. Il faut y aller quand on est entouré d'un syndicat qui décide de mener une action, par exemple, tous azimuts contre les discriminations. Mais il ne faut jamais y aller tout seul. Bonjour, j'avais juste une question sur la reconnaissance du harcèlement moral devant les tribunaux. J'avais cru entendre que au CPH de Paris, il y avait assez peu de cas de reconnaissance de harcèlement moral. Donc je voulais avoir votre avis sur le sujet. Alors, vous avez raison et vous avez tort en même temps. Vous avez raison parce que le Conseil des prud'hommes, c'est une juridiction paritaire. Donc c'est 2 élus salariés et 2 élus, maintenant ils sont désignés, ils sont plus élus. Donc 2 salariés, 2 patrons qui siègent dans une formation.
Pour obtenir un jugement de reconnaissance du harcèlement moral, il faut nécessairement qu'un des deux patrons se désolidarise de son camp et condamne ses pairs. Alors c'est pas simple, et c'est pour ça que j'appelle ça les limites du paritarisme, mais la loi a prévu de sortir de l'impasse. Quand ils sont 2 contre 2, ils sont en partage de voix, et donc l'affaire doit être rejugée devant un magistrat professionnel qui fait la 5e personne. Simplement, là où le texte prévoit que l'audience de départage est convoquée au plus tard dans le délai d'1 mois après l'audience de jugement au prud'homme, actuellement, devant le Conseil des prud'hommes de Paris, on est à plus de 18 mois d'attente. Donc c'est vous dire que c'est du déni de justice, mais une fois qu'on y est, on obtient gain de cause si le dossier est bon. Mais vous avez raison, le Conseil des prud'hommes de Paris, mais aussi celui de Nanterre, qui est même pire, mais aussi celui de Boulogne, et aussi celui de Bobigny, quand c'est des questions qui heurtent le syndicat patronal majoritaire, à savoir le MEDEF, harcèlement, discrimination, remise en cause du forfait jour, ils n'aiment pas. Et ils refusent de condamner leur père. Voilà. Mais il faut y aller quand même, hein, parce qu'on y arrive. Mais c'est plus long. Moi j'ai une question qui est un peu paradoxale, c'est-à-dire quand le lien de subordination est rompu, puisque la personne est partie de l'organisation, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a une procédure possible pour attaquer, pour faire reconnaître un management pathogène? J'ai pas compris le tout début. Une personne qui démissionne, donc il n'y a plus de lien de subordination. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une procédure qui permet de reconnaître, de faire reconnaître son management pathogène? Absolument. C'est-à-dire qu'une personne qui démissionne parce que son employeur commet des manquements, d'abord c'est mieux qu'avant d'écrire une lettre de démission, elle se fasse conseiller et qu'elle fasse plutôt ce qu'on appelle une lettre de prise d'acte de la rupture. C'est une espèce, moi j'aime bien, c'est une espèce de licenciement du patron. C'est-à-dire qu'on le licencie pour faute grave, puisqu'il faut des manquements graves pour pouvoir... Alors après, effectivement, ça nécessite d'aller devant le Conseil des prud'hommes pour faire requalifier la prise d'acte de la rupture en rupture imputable à l'employeur qui a les effets d'un licenciement soit nul, soit sans cause réelle ni sérieuse. Donc c'est parfaitement possible, simplement il faut faire attention au délai. Il ne faut pas trop attendre, et puis surtout, il faut se faire conseiller. Je suis psychologue qui travaille en libéral. Je vois de plus en plus de personnes qui passent par des procédures de rupture conventionnelle. Et ce qui m'étonne, et là où je me questionne, c'est que des fois c'est quand même à la demande du salarié. Bon, forcément il y a une souffrance derrière. Des fois on peut dire qu'il y a une forme d'harcèlement ou pas. Mais en tout cas il y a une situation qui a fait qu'ils sont en arrêt de travail bien souvent et ils souhaitent, ils ne se voient plus en faisant leur travail, donc ils veulent aller vers la rupture. Il y a des fois aussi où c'est, on va dire, des licenciements, enfin, je ne sais pas ce que vous me direz, si c'est des licenciements déguisés, et c'est quand même l'entreprise ou l'organisation qui, au détour d'une conversation compliquée, fait comprendre qu'ils veulent proposer une rupture. Ils proposent une rupture finalement sans issue, où la personne se sent obligée d'accepter. Qu'est-ce que... Enfin, oui, alors ce que vous décrivez, c'est parfaitement vrai, mais vous avez entendu que certains ministres expliquent que ce sont les salariés qui sont des profiteurs de rupture conventionnelle et qui en usent et en abusent. Alors, premier cas,
salarié qui n'en peut plus et qui demande une rupture conventionnelle, bien sûr, ça existe et c'est souvent le cas de salariés qui sont seuls, qui sont peu armés et qui prennent assez peu conseil. Et le réflexe, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est, sauf qui peut, partir vite avant de tomber malade ou avant de mourir. Donc on ne peut pas leur en vouloir. La chose qu'on peut faire, c'est vraiment les orienter et les envoyer prendre une consultation juridique pour voir si c'est vraiment la meilleure solution, premièrement. Parce qu'il y a d'autres solutions qui sont tout aussi efficaces que la rupture conventionnelle. Ça peut être une déclaration d'inaptitude, ça peut être une prise d'acte de la rupture, surtout si la personne a déjà retrouvé du boulot. Souvent c'est ça, hein. Les gens disent j'en peux plus, j'ai trouvé autre chose, je ne suis pas tout à fait sûre que j'aurai la place, donc je préfère une rupture conventionnelle comme ça. Si jamais ça ne marche pas, j'aurai un petit bout de chômage. Il y a d'autres solutions. Si c'est trop tard, si la personne a déjà signé la rupture conventionnelle, c'est pas forcément impossible de faire quelque chose, parce que la rupture conventionnelle ne règle qu'une difficulté, c'est celle de la rupture. Elle entraîne une renonciation à contester uniquement sur la rupture du contrat et pas sur l'exécution du contrat de travail. Donc s'il y a des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, s'il y a un management pathogène, s'il y a une discrimination, s'il y a un harcèlement, s'il y a une non-déclaration d'accident du travail, que sais-je, c'est encore possible d'agir. Maintenant, sur le deuxième volet de votre question, oui, les employeurs font massivement des ruptures conventionnelles. Ils auraient tort de se priver, puisque récemment, on les a autorisés par la loi, le gouvernement Macron les a autorisés à recourir aux ruptures conventionnelles collectives au lieu et place des licenciements économiques. Donc, c'est dans le vent, hein, c'est vraiment, depuis 2008, les ruptures conventionnelles sont en train de grimper en flèche. Beaucoup de personnes en 2008, dont moi, avaient dit c'est très dangereux parce qu'on va faire peser sur l'UNEDIC, donc sur le chômage, les crapuleries des patrons. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de nous expliquer c'est un scandale. L'UNEDIC n'a plus de rond à cause des salariés qui abusent de la rupture conventionnelle. Ils ont juste oublié qu'il fallait la signature du patron pour la rupture conventionnelle. Et que souvent le salarié qui a un boulot qui lui déplaît pas trop loin de chez lui et qui reçoit son salaire tous les mois, il n'a pas de raison de s'en aller, sauf s'il est très mal dans ce boulot. Donc voilà, j'espère que vous avez répondu. On va s'arrêter, oui, parce que je vais passer la parole à Daniel. Merci pour votre attention. Bon, alors, je suis sociologue et je vais essayer, si ça vous intéresse, de vous proposer une analyse qui pourrait peut-être expliquer ce modèle qui produit tellement de harcèlement physique, moral, sexuel. Pourquoi est-ce que les salariés sont de plus en plus victimes de ce genre de maltraitance? Qu'est-ce qui conduit le management à être de cette nature-là? Enfin, c'est une question qui renvoie à une vision plutôt macro que micro, c'est-à-dire dans quel type de modèle managérial sommes-nous et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là?
Alors je vais être un peu schématique parce qu'en 15-20 minutes c'est évidemment très schématique, mais ce que je vais essayer d'argumenter, c'est le fait que le modèle managérial qui est en train de s'épanouir sous nos yeux, il est dans une continuité extrêmement forte du taylorisme et dans une capacité de perfectionnement de la logique qui a sous-tendu le taylorisme. C'est-à-dire que l'organisation taylorienne du travail, elle avait pour but d'asseoir une domination sur les travailleurs de l'époque, de manière à ce qu'ils soient contraints de se soumettre à l'organisation du travail, de se soumettre à la gestion des travailleurs que produisait l'entreprise, et ce, à partir, on le sait bien, d'une confiscation de leur savoir, de métier, de leurs connaissances, ce qu'on dirait maintenant de leurs compétences. Enfin, le taylorisme, dont on dit que c'est l'éclatement des métiers en tâches élémentaires avec des temps prescrits, des modes opératoires prescrits, c'est avant tout un dépouillement des ouvriers de métier de leur savoir, de leurs connaissances, qui devient approprié par le patron, et lequel s'adjoint des ingénieurs et définit, lui, l'organisation du travail, donc c'est-à-dire la manière dont le travail doit être organisé. Bon. C'est donc une confiscation de connaissances, de savoir, mais ce qui caractérisait le taylorisme, c'est qu'à ce moment-là, les salariés, les travailleurs, parce qu'il n'y avait pas de salariés à l'époque, étaient considérés comme interchangeables. C'est-à-dire qu'on ne tenait aucunement compte en tant que patron, en tant qu'ingénieur organisateur, de la spécificité des uns et des autres. Donc, ils étaient tous absolument soumis au même traitement, considérés de la même manière. Et bon, on en a vu les conséquences pendant les 30 Glorieuses, où il y avait la promotion à l'ancienneté, tout le monde avait, on disait à travail égal, salaire égal, tout le monde était traité de la même manière. Donc ça, c'était le taylorisme, et il a permis effectivement au patronat d'asseoir une domination, parce qu'il transformait tout simplement les travailleurs en exécutants, puisque ces exécutants étaient agis par l'organisation du travail, pensés en dehors d'eux par les ingénieurs, à partir du moment où on leur avait dérobé toutes leurs connaissances, leur savoir du métier. Voilà, ils devaient travailler comme on leur disait de travailler, et leurs compétences, leur savoir, leur dextérité, permise par l'ancienneté, etc., on n'en tenait pas compte. Alors, à l'heure actuelle, ça continue. Même si la majorité des travailleurs à l'heure actuelle, la majorité des salariés sont des cadres, puisque nous sommes majoritairement dans une économie tertiaire, eh bien, nous voyons que leur travail est organisé, encadré par des prescriptions, des procédures, des protocoles, des méthodologies qu'on leur impose, par les best way, les best practices qu'on leur impose. Donc le travail de salariés aussi compétents que les cadres, eh bien, est orchestré par ces procédures qui sont pensées en dehors d'eux, par en général les grands cabinets de consultants qui définissent de manière extrêmement abstraite la façon dont les cadres, les professions d'ingénieurs, etc., doivent s'y prendre pour être rentables, productifs, comme on souhaite qu'ils soient. Voilà, donc le taylorisme est bien là, c'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on ne fait pas confiance aux cadres, aux ingénieurs, enfin aux plus compétents, aux connaissances, à l'expérience professionnelle qu'ils ont collectivement et individuellement, mais on cherche à leur imposer des manières de faire, parce qu'il y a toujours cette idée qui est à l'origine du taylorisme, que si on laisse du savoir aux salariés, on leur laisse une forme de pouvoir. Hein. C'est à partir de ce que l'on sait de son travail et de son métier qu'on peut imposer ou vouloir imposer un point de vue sur la manière de travailler. Bon, là, il n'en est pas question, c'est aux dirigeants de l'entreprise de décider de la manière dont on doit travailler. Ça correspond à ce pouvoir d'organisation dont tu parlais, qui est inclus dans le contrat salarial et qui se manifeste sous la forme de subordination. Donc, tout le taylorisme, en fait, c'est une manière de parvenir à concrétiser
la subordination. C'est-à-dire comment faire en sorte que des gens qui ont des savoirs, des compétences, de l'expérience, se soumettent aux décisions organisationnelles de leur patron et travaillent comme ce patron veut qu'ils travaillent, même si eux, ils ont vraiment plus d'expérience, de connaissances collectivement que ce patron. Alors, à l'heure actuelle, comment se fait ce vol, ce rapt de connaissances et de compétences? Eh bien, il se fait par ce qu'on a bien vu à France Télécom, c'est-à-dire le changement perpétuel qui s'est mis en pratique très largement, qui a été mis en pratique très largement par le management français à partir des années 80. Donc une accélération du changement. Alors on change, on restructure les départements, les services, on change les logiciels sans arrêt, tu en as donné un bon exemple. On impose des mobilités systématiques, on fait des déménagements systématiques aussi. Bref, il y a sans arrêt une politique qui fait vaciller tous les repères, qui déboussole complètement les salariés et qui met en obsolescence toutes les connaissances, tous les savoirs, toute l'expérience qui était accumulée par les salariés, même les plus compétents auparavant. Et quand ils cherchent à imposer quoi que ce soit, au nom justement de leur métier, on leur explique que tout ce qu'ils savent, c'était pour avant, puisque tout a changé et on n'en est plus à la période où ils pouvaient effectivement prétendre avoir un avis avisé sur la manière dont ils devaient travailler. Bon. Donc, cette partie du taylorisme, elle est bien restée. Mais là, et elle marche parce que les salariés de facto, on voit, ils sont embrigadés par des méthodes de travail qui leur sont imposées. Et ce qu'on leur demande, en fait, c'est de mobiliser le peu d'autonomie qui leur reste pour parvenir à rendre le plus opérationnel possible tous ces protocoles, ces procédures, ces manières de travailler qu'on leur impose. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui me fait dire qu'on assiste à un perfectionnement du taylorisme, c'est qu'il y a une focalisation maintenant qui s'est manifestée sur l'humain. L'humanisation du travail à la place de la prise en considération, notamment pour les cadres, les ingénieurs, de prise en considération de leur capacité, de leur professionnalité. C'est-à-dire que maintenant, on ne parle pas de professionnalité. On ne cherche pas des salariés qui soient dotés d'une forte professionnalité. On cherche des personnes qui sont adaptées à l'organisation, sur qui on peut compter parce qu'ils sont réactifs, proactifs. Pardon ? Corporate. Ils sont corporate, voilà, loyaux, ils défendent la cause, la philosophie de la direction de leur entreprise. Et donc, mais par exemple, les recruteurs s'entendent dire « trouvez-nous, non pas le bon professionnel, mais trouvez-nous la bonne personne ». Voilà. Nous avons besoin d'une bonne personne, pas d'un bon professionnel. Parce qu'on est capable de transmettre et de former, y compris les jeunes, aux tâches qu'ils auront à prendre, à mettre en œuvre. Mais il faut des personnes qui soient psychologiquement adaptées. Et donc il y a une focalisation sur la personne qui est complètement nouvelle par rapport à la logique taylorienne, qui voyait des salariés, des travailleurs interchangeables. Là, au contraire, on veut gérer, mettre au travail, mobiliser chacun en fonction de sa spécificité, de sa personnalité. On se focalise sur ses dimensions les plus intimes et non pas sur ses dimensions professionnelles. Et là, en fait, c'est le cœur même du management humaniste. Moi, je dis souvent, une fois j'étais à côté de Stéphane Richard, qui est donc le PDG d'Orange, et qui disait, nous maintenant, on a une devise, c'est le salarié unique et le digital humain. Voilà. En 4 mots, il y avait humain et unique. Donc c'est vraiment la focalisation sur la personne, les dimensions humaines, c'est-à-dire les émotions. On parle de management des émotions, on parle d'intelligence émotionnelle, de gestion des affects. On est véritablement dans cet enrôlement
des dimensions les plus personnelles, les plus intimes de chacun des salariés. Pourquoi? Alors, pour d'abord parvenir à casser les collectifs de solidarité et qui sont potentiellement des collectifs d'opposition, toujours dangereux. Donc on est bien dans le registre de la domination, il faut savoir asseoir sa domination. Et là, le choix qui a été fait à côté de la détention et de l'imposition des manières de travailler, c'est la subordination de la dimension la plus personnelle de chacun. On est véritablement dans une dimension de psychologisation, et ce qui contribue en réalité à mettre en concurrence les salariés les uns avec les autres, mais pire encore, de mettre chacun en concurrence avec soi-même. Il faut toujours se dépasser, il faut toujours aller puiser en soi des ressources qu'on ne soupçonnait même pas, mais pour les mettre au service de quoi? Au service d'une organisation du travail pensée en délit de ses propres connaissances, savoirs et métiers, pensée par des spécialistes qui n'ont qu'une vision extrêmement abstraite des réalités du terrain et des spécificités du métier. Or, tout ça, ça mène non seulement à une mise en concurrence, à une déstabilisation ô combien énorme des collectifs, mais c'est une fragilisation extraordinaire, parce que lorsqu'on est mobilisé, voire manipulé dans ces dimensions les plus émotionnelles, les plus intimes, on est dans une situation de fragilité. Je pense que les psychologues sont bien armés pour se rendre compte de cette réalité. Et aussi, on est dans une situation de solitude extrême, parce que comme les collectifs ont été attaqués, comme il y a une mise en concurrence systématique, comme chacun essaye de sortir son épingle du jeu pour se faire reconnaître, se faire promouvoir, se faire aimer de sa hiérarchie, parce qu'on en est là, eh bien la situation des uns et des autres est d'une fragilité énorme. Et je crois qu'on est dans une situation globale de précarisation subjective extrêmement importante des uns et des autres. C'est-à-dire que les salariés peuvent être, comme ils l'étaient à France Télécom, fonctionnaires, agents du service public, eh bien, ils se sentaient dans une situation de fragilité parce que comme on les déplaçait, on les changeait de métier, eh bien, ils avaient peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Leur image d'eux-mêmes était affectée parce qu'ils ne pouvaient pas se faire confiance. On les mettait dans des situations difficiles avec en plus ce changement permanent qui mettait en obsolescence leur connaissance. Et donc là, on a effectivement des salariés qui sont livrés pieds et poings et sous emprise, parce que c'est ça le deuxième élément fondamental du modèle managérial, c'est pas simplement d'asseoir une domination, mais une emprise personnelle sur les uns et les autres. Donc effectivement, on peut voir à quel point la subordination devient vecteur de souffrance. Alors, bon, puisque Rachel a parlé de mon militantisme anti-subordination, je crois que ce qui fait tenir le modèle, précisément, c'est ce lien de subordination. Parce que, effectivement, le lien de subordination, il existait auparavant, mais il était vécu au sein de collectifs de salariés qui pouvaient en aménager en quelque sorte la dureté, l'humiliation que cela représentait. Parce qu'un collectif, il peut menacer son animateur, son chef, en lui disant attention, il ne faut pas aller trop loin parce qu'on peut te mettre une greffe du zèle dans les pattes, tu vas le regretter, etc. Il y avait une sorte de contre-pouvoir collectif qui permettait quand même de mettre des limites à la subordination. Maintenant, cette subordination, elle est vécue sur un mode personnel, sur un mode individuel, puisqu'il y a cette personnalisation de la relation de chacun à son travail. Et donc, ça devient vraiment comme une chaîne qu'on a autour du cou, et on le voit d'autant plus que se développe le télétravail, où les gens sont isolés chez eux, à leur domicile. Et donc, la possibilité de remettre en cause quoi que ce soit, d'introduire une dimension critique par rapport au management, elle n'existe plus.
elle n'existe d'autant moins que ce management par l'individualisation, la psychologisation, ça a contribué à une mise en difficulté des organisations syndicales. Mais il faut considérer d'un côté les organisations syndicales et de l'autre les collectifs de travail comme des éléments importants de contre-pouvoir. Ben, tout ça a disparu et la subordination, elle devient une subordination individuelle, personnelle, de chacun. Et c'est ça qui permet le harcèlement sexuel. Les femmes qui disent à partir de quand j'ai le droit de dire non? À partir de quand je peux m'opposer? Voilà, on est tout seul. Et la subordination, elle joue sur tous ces aspects-là, sur le plan moral, aussi le harcèlement moral, il est lié à toutes ces dimensions. Donc, effectivement, nous sommes dans un modèle pour qui l'individualisation est une sorte d'assurance-vie, parce que la subordination, elle est disséminée, elle est totalement éparse, tout le monde la ressent personnellement. Qui va remettre en cause ce modèle? Un modèle qui est totalement dangereux pour l'avenir, pour notre avenir, non seulement du point de vue du bien-être des salariés, du bien-être aussi quand même, aussi du point de vue du bien-être des consommateurs, parce qu'on voit à quel point eux aussi sont manipulés par les neurosciences, l'intelligence artificielle, etc. Et puis l'avenir de la planète, n'oublions pas. Qui va remettre en cause cette organisation du travail prédatrice du point de vue des ressources naturelles de notre planète, dans un monde du travail atomisé, éparpillé, où chacun subit la domination et l'emprise de façon individuelle et personnelle? Eh bien, on ne voit pas d'où viendra le creuset de la contestation, de la remise en question et de ce modèle. Merci Daniel. Alors, bonsoir, j'ai été présentée comme psychologue du travail, mais j'ai une longue vie comme psychologue clinicienne et psychanalyste, et c'est plutôt cet angle-là que je voudrais prendre la parole après avoir écouté Rachel et Daniel. Parce que dans ce monde de fous, est-ce qu'on pense qu'on est plus fragile aujourd'hui dans le monde du travail qu'il y a 20 ou 30 ans? On n'est pas plus fragile. Il y a un problème? On t'entend. Vous n'entendez pas bien? Un peu plus fort, ouais. Ça peut-être celui-là, alors Il faut que je parle plus fort. Voilà, il faut que tu parles plus fort. Je vais m'assommer moi-même. Oui, je posais la question, est-ce que les gens sont plus fragiles aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans? La réponse est non, mais les organisations du travail, telles que Daniel nous en a fait l'exposé, contribuent à dézinguer la santé des gens. Et parce qu'il n'y a plus de collectif, alors en écoutant Daniel, je pensais à Ken Loach, vous connaissez ce réalisateur anglais, qui a écrit sur les cheminots un film remarquable, qui a réalisé un film remarquable. Je vous invite à le voir, c'est sur la privatisation du rail britannique. Et ce mouvement de fond, ça vient vraiment de ce courant néolibéral initié du temps de Reagan et Thatcher, Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre, et qui est arrivé en France dans les années 90, avec une loi qui couronne tout ça. Alors Rachel, tu vas être beaucoup plus compétente que moi, c'est la LOLF en 2001, la loi d'organisation sur les finances. Et donc on va faire intégrer au public, au service public, des méthodes venues du privé, et on va évidemment recruter énormément, nos gouvernants vont faire venir des McKinsey, des BCG, je ne sais plus quoi, là, etc. Vous savez que c'est sorti dans la presse dans les années 2021-2022. La réforme de l'école, par exemple. J'assistais mercredi dernier à la sortie du livre d'un collègue que certains connaissent ici, qu'ils ont eu comme prof. C'est Gabriel Pérez. Il a écrit un bouquin remarquable que je suis en train de lire. Si on achète bien l'école,
Et il montre, il démontre, il reconstruit, il analyse, bien sûr, avec la théorie sous-jacente de la psychodynamique du travail fondée par Christophe Dejour, comment il n'y a pas eu de loi vraiment, mais il y a des notifications, il y a des changements permanents. Je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous ici ce soir ou dans votre entourage proche. Ce qui fait que le travail d'enseignant, même si les gens y entrent avec une vocation, ils ne vont pas pouvoir tenir parce qu'il y a une perte de sens. Ils ne peuvent plus remplir leur activité de faire des enfants ou des adolescents, des citoyens qui vont apprendre à penser par eux-mêmes le monde et à traduire le monde dans lequel ils vivent. Et donc, perte de sens, perte de reconnaissance. Je dirais que c'est ça qui est peut-être un peu plus présent consciemment dans la population et qui incite les gens, par le biais du médecin traitant, quelquefois du médecin du travail, à pousser la porte du psychologue spécialisé en souffrance au travail. J'aimerais mieux dire que je suis spécialisée en santé au travail. C'est ce qui me motive, finalement, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la santé des gens, c'est la joie des gens. Si on est dans des collectifs, on est peut-être aussi dans la fraternité, la sororité. Mais si on est abîmé parce que les collectifs sont empêchés de se construire, ou quand ils existent, ils sont détruits. Daniel nous l'a dit. Et je crois que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent plus à penser ce dans quoi ils sont pris. Alors penser, on n'y arrive pas tout seul. Hein. Nous, on a des séminaires réguliers ensemble, pour chacun dans son domaine, venir dire ce qu'il vit, ce qu'il comprend, et partager avec ses pairs de recherche. Justement, les nouvelles organisations du travail ont des effets incroyables sur le fait que les gens n'arrivent plus à penser. Ils n'arrivent plus à mobiliser leur créativité, leur zèle, leur intelligence, pour traduire la prescription de l'employeur, qu'il soit gestionnaire ou pas. Je rebondis sur ce que Rachel disait, le logiciel. Moi, j'ai des gens, des salariés que j'accompagne dans un service de santé au travail. Ils me disent, c'est le logiciel qui guide mon travail. J'ai jamais vu ça, c'est un comptable, le monsieur qui me dit ça. Il dit, mais je passe un temps fou à essayer de trouver le truc qui va me permettre de faire mon travail correctement. Et sa direction ne comprend absolument pas ça, parce qu'une direction, par définition, est coupée du travail vivant, de la matérialité du travail. Alors, pourquoi je dis psychologue clinicienne, psychanalyste et psychologue du travail? Parce que c'est le sujet qui va toujours se remettre en question quand quelque chose lui arrive. Et s'il ne voit que ses collègues ne tombent pas malades, ou qu'il est le seul à ne pas comprendre une consigne, ou que s'il est le seul à être dérangé par des comportements, alors surtout avec les réunions mixtes, en visio et tout ça. Là, j'ai des témoignages par centaines. Je ne sais pas dessiner, sinon je ferai des BD. C'est terrible. Et vous voyez, il y a aussi une infantilisation des gens. Et si on ne se parle pas, si on n'a pas de collectif pour partager tout ça, être écouté tout simplement, on est dans une telle société pressée, de l'urgence. Moi, c'est l'éloge de la lenteur. Quelquefois, je bafouille parce que je pense trop vite et ça ne va pas, mais vous voyez, les gens sont pressés. J'ai un prof de philo qui dit qu'il n'y a pas d'urgence, il y a des gens pressés. On est pressé de quoi? De donner des dividendes aux actionnaires? Dans son bouquin, Gabriel Pérez dit il y a des fonds de pension vautours qui sont prêts à investir dans des écoles privées dès lors que le service public de l'éducation nationale
sera démantelé. Il est en cours de démantèlement. Donc vous voyez, si un médecin traitant peut dire, écoutez, peut écouter déjà le travail. Il y a beaucoup de médecins traitants qui ne posent pas la question de la relation de la personne qui va mal, qui est épuisée, qui est en dépression, qui pleure, qui je ne sais pas quoi, ou qui a des décompensations somatiques. Si le médecin traitant n'a pas le réflexe de demander ce qui se passe au travail, ben, il ne pourra pas, a fortiori, adresser vers une consultation spécialisée. Moi, j'ai une très bonne coopération avec un médecin du travail dans un service où j'interviens. Et ce sont vraiment des coopérations construites depuis des années où j'interviens en vacation là, avec le médecin du travail et l'infirmière. Et ça fait tache d'huile, mais c'est la bonne tache d'huile, vous voyez, avec le bouche à oreille. Si je reçois des salariés, en général, s'ils lisent, ils repartent avec une petite bibliographie ou des vidéos à regarder. Et quand ils reviennent, ils disent « Ah ben ça m'a aidé à comprendre ». Relancer la machine et pas seulement penser que c'est nous, individuellement, qui sommes trop fragiles, trop faibles ou qui ne savons pas. Ce que je veux ajouter aussi, c'est que ce que disait Daniel, les métiers, on ne cherche pas des professionnels, on cherche des personnes adaptables. Daniel a dit adapté, moi je dirais adaptable, corvéable. Il y a eu plein de séminaires sur le savoir-être. Daniel n'a pas parlé de la QVT, qualité de vie au travail, maintenant c'est QVCT, qualité de vie, conditions de travail. Les RPS, tout ça c'est de la daube en barre. Tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Sauf les cliniciens qui écoutent la santé mentale parlée par la personne. Alors, le patient dans une relation thérapeutique, mais le salarié. Vous voyez, si chacun est avec sa prescription pour faire du chiffre, et Daniel ne l'a pas dit, mais elle aurait pu le dire, le découpage du travail avec des objectifs individuels, primables, primés, ça crée des déloyautés. Si on est en rivalité avec soi, ça Daniel l'a dit, mais en rivalité avec le voisin et qu'on concourt pour je ne sais pas quoi, c'est pas ça qui va favoriser de créer des collectifs. Donc du côté de la santé mentale des salariés, des personnes, les décompensations sont très fréquentes et je trouve qu'elles sont en augmentation parce que justement il n'y a plus rien qui fait sens et si vous ajoutez une couche en disant qu'au niveau national c'est pas top et au niveau international c'est très incertain, les guerres sont partout à nos portes, eh bien, il faut qu'on s'inscrive dans une histoire commune, sociale, politique, avec des référentiels communs, qu'on enrichit, d'où qu'on vienne. Et c'est par la discussion du travail, dans la cité, la délibération, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Parce qu'il y a quelques années, il y avait des suicides au travail, il y avait des suicides, pardon, pas forcément au travail. Maintenant, il y a des suicides en nombre au travail. Rachel a parlé du procès France Télécom. Mais il y avait toujours des temps où les gens pouvaient se rencontrer et discuter. Et si on voyait un collègue qui n'allait pas bien, il n'était pas tout seul. Aujourd'hui, c'est l'explosion des pathologies de la solitude. Vraiment. Donc cela, vous voyez, moi je prends le métro quasiment tous les jours, je vois les gens dans leur bulle, chacun regarde son smartphone, les casques. Il y a peut-être une personne sur 100 dont je croise le regard. Je trouve ça très préoccupant en fait. Donc, moi je suis au carrefour de plein de disciplines et puis je vous dis, ma politique c'est la tache d'huile. J'ai quelques élèves dans la salle, là, je suis très contente de les voir ce soir. Je continue à enseigner, je continue à faire des supervisions, je continue à avoir des patients et puis je continue à travailler avec mes consoeurs. Et donc, continuons tous ensemble à penser. Je vous remercie. Ja,
en harcèlement moral et notamment tout ce qui concerne la santé sexuelle au travail et les CSE. Et je suis intervenue il y a peu de temps sur la QVCT justement, et on peut, on va dire, mettre des espaces de discussion sur le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Qu'est-ce qui est bien? Non, mais je sais pas, peut-être, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Ça peut être aussi une option. Voilà, j'ai pas de... Voilà. C'est juste ce que je veux dire. Et oui, je voulais rajouter une chose, c'est qu'il y a eu un film sur le procès Orange, je pense, Télécom, qui s'appelle Par la porte ou par la fenêtre. Je ne sais pas si quelqu'un, enfin, les personnes les ont vues, et qui est fort intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je voulais dire une chose, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On a organisé 2, 3, 4 ans un café santé-travail sur la novlangue managériale. Ah oui. Par pitié, entre nous, n'employons pas les acronymes. J'ai rien contre QVCT, mais on a le droit de dire les mots qualité de vie et conditions de travail. C'est la Voilà, de ce ma sont des mots bagnole qui ont tous un sens, définition, alors que QVCT, parce que si je veux, moi je peux dire sous leur couette, mettre faire ATP, je sais pas quoi. Non, non, si, par pitié, même avec les personnes que vous côtoyez qui ne connaissent pas forcément le jargon que emploient les avocats, les sociologues, psychologues, etc., on emploie tous des jargons. Bon. Mais voilà, essayons d'être clairs parce que justement les personnes auxquelles nous adressons ont besoin également de clarté. Merci beaucoup. Rachel, tu veux dire quelque chose? Je voulais juste dire un tout petit mot pour que vous sachiez d'où vient cette histoire de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. C'est la contre-offensive qu'ont menée les employeurs sur le vocabulaire, alors que nous parlions au début des années 2000 de harcèlement, de souffrance au travail, etc. Tout ça ne leur convenait pas. Donc, comme c'est la bataille des mots, ils ont remplacé les questions de souffrance et travail par qualité de vie, bien-être, etc. Il faut savoir d'où ça vient. Et donc, je continue, j'en profite pour dire que le référencement de sites web, si vous avez des sites web, le moteur de recherche Google aime bien les mots, pas les gros mots possibles, mais donc, vous mettez QVCT entre parenthèses, harcèlement, burn-out, etc. Ça, ce sont des mots qui ont un sens également pour les moteurs de recherche. N'hésitez pas à les mettre sur. Voilà. Oui, je voulais juste dire ce que vous avez dit. Je pense que c'est Dominique qui est la sociologue. Daniel. Ah oui, pardon. Oui. Vous avez parlé du terrorisme. En fait, le terrorisme, ça suppose des procédures, des gammes opératoires, etc. Or, de mon point de vue, la difficulté maintenant, c'est justement, il n'y en a plus. C'est aux salariés d'arriver aux objectifs sans avoir justement ces procédures ou autres. Et ça, c'est une pression psychologique en plus. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que des procédures, on n'en trouve plus. Après, les mots, alors on les trouve au niveau de l'évaluation du résultat, mais plus de la façon de faire. C'est aux salariés de se débrouiller pour trouver comment faire, mais par contre, le résultat, il fait l'objet de normes, ISO, etc., etc. Voilà. Et puis, il y a juste, quand je vous ai entendu parler, j'entendais parler de Christophe Dejour, donc, qui dirigeait une chaire au CNAM. Il y avait aussi au CNAM une chaire d'ergonomie du travail, des organisations du travail. Et c'était 2 chaires qui fonctionnaient en lien l'une et l'autre. Voilà. C'est juste mes 2 remarques. J'aime beaucoup la désorganisation du travail. Oui, alors on peut en débattre de cette question de l'absence de prescription. Moi, à partir des enquêtes que j'ai faites dans un certain nombre d'entreprises et des débats auxquels j'ai pu assister avec des professionnels, j'avais le sentiment que les logiciels étaient des vecteurs de justement des prescriptions et introduisaient des manières de travailler qui étaient extrêmement impératives. Et il revenait aux salariés de trouver le moyen de les rendre efficaces quand elles ne marchaient pas. Voilà. Mais quand même,
il n'y a pas véritablement de possibilité pour un salarié qui a fait des bonnes études, qui a une certaine expérience et qui a une qualité d'engagement dans le travail qui est absolument réelle, il n'y a pas de possibilité pour lui de dire à partir de maintenant, je pense qu'il serait mieux que je puisse définir justement les manières dont je remplirai mes missions et ce dont j'aurai besoin pour le faire. Ça, c'est pas quelque chose qui existe. Il y a encore, si vous voulez, et de plus en plus avec la mondialisation, la globalisation, il y a une concentration, une centralisation des connaissances, justement, qui se traduit par des prescriptions qui sont produites de façon abstraite par des consultants. Alors, il faut les adapter, les ajuster, leur donner sens, etc. Mais il y a quand même une volonté très ferme de la part des managers d'encadrer les salariés, quel que soit leur niveau de compétence, pour qu'ils travaillent en fonction d'un certain nombre de critères préétablis qui sont décidés par la direction et qui sont des critères de rentabilité à court terme, qui ne prennent pas en considération les règles du métier, les règles de l'art, etc. Donc je pense que c'est... Effectivement, certains se plaignent en disant il n'y a personne pour m'aider, mais c'est quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas. Parce que les managers ne sont pas des experts, ils sont des gestionnaires d'hommes ou de femmes. Et voilà. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a remplacé le mot responsable par celui de manager. Oui. Le responsable est devenu un gestionnaire, c'est vachement intéressant. Donc, au cas où si vous avez des problèmes au travail, ne dites plus manager, dites bonjour monsieur ou madame le responsable. Et là, vous allez voir la gueule. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Non? Ah. Bonjour, je suis Elodie, psychologue du travail. Tout à l'heure, vous avez assez brièvement employé le terme de risque psychosociaux de RPS en disant que c'était magnifique. Je voulais juste comprendre derrière si c'était justement dans le sens où on choisit le terme de RPS à défaut de parler d'harcèlement ou s'il y a une autre raison derrière cette approche-là. J'ai rien entendu. Les RPS à la place. C'est à moi la question? J'ai pas du tout compris votre question. Les RPS remplacent le harcèlement. Est-ce que Oui, pourquoi RPS? notion qui remplace celle du harcèlement? Parce que psychosociaux, c'est les bougies. Je comprends toujours pas ce que vous demandez, mais... Si, les risques. Oui. Là, parce que Rachel vous a donné une piste de réflexion. Il ne faut surtout pas parler de souffrance au travail. Pourquoi travailler, c'est souffrir? 4 heures pour rédiger. Alors, c'est vrai que c'est une notion fourre-tout. Alors, mais parce que ça a été tout à fait galvaudé. On souffre de ne pas maîtriser ce qu'on est supposé accomplir. Donc la souffrance est première. Il va falloir l'endurer, cette souffrance. Et parce qu'on a envie de réussir, on va remettre, comme on dit, l'ouvrage sur le métier, jusqu'à ce qu'on trouve. Donc vous voyez, tout à l'heure j'ai parlé de zèle, d'intelligence, mais c'est ça, travailler. C'est combler l'espace, puisque madame, vous parliez d'ergonomie, c'est combler l'espace entre le travail prescrit, qui est en général prescrit par les gens qui ne le connaissent pas, et combler l'espace entre le travail prescrit et le travail effectif, qu'on appelle maintenant travail vivant plutôt. Vivant parce que chacun, on peut être 10 personnes à faire le même travail, notre subjectivité individuelle va nous faire traduire différemment, compte tenu de notre âge, notre sensibilité, notre expérience. Et donc on va avoir une action sur cette prescription, cette traduction différente pour obtenir le même résultat. Et c'est comme ça que si on délibère sur le travail, sur nos façons de faire, on va dire, mais t'as un truc, toi, t'as une marche, t'as un truc, t'as une habileté. Alors est-ce qu'on partage ces habiletés? En médecine, dans le sport, il y a plein de domaines où ce que je suis en train de vous raconter de manière abstraite va se décliner. Donc, petit commentaire sur les risques psychosociaux, parce que c'est ça, les RPS. Le document unique d'évaluation des risques professionnels
qui est une obligation légale de l'employeur depuis 2001, est une traduction du droit européen depuis 1989. Donc la France a déjà pris 2 ans de retard. Mais dans la fonction publique, c'est après les années 2010 que le document unique d'évaluation des risques a commencé à être mis en place. Vous voyez qu'on n'est pas très pressé d'identifier les risques qui pourraient mettre en péril la santé physique, mentale, comportementale. Je vous dis ces 3 types-là parce que nos défenses individuelles se déclinent sur des modes de décharge qui sont soit psychiques, soit somatiques, soit comportementales. Il y a des gens qui s'énervent, qui pètent les plombs. Maintenant, il y a des pétages de plomb qui sont reconnus comme accidents du travail par la sécurité sociale. Alors, je ne l'ai pas citée, mais évidemment, elle est là avec nous ce soir. Hein, c'est Marie Peuzet, qui a créé la première consultation sur France et Travail à l'hôpital de Nanterre en 1997, et qui ensuite a créé le réseau dont Rachel parlait tout à l'heure, Souffrance et Travail. Et je crois qu'il y a à peu près 150 cliniciens du travail sur l'Hexagone et peut-être certains territoires outre-mer. Peut-être une question. Tu complètes, Rachel, avec Rachel, elle voulait compléter quelque chose. Ah, Rachel. Non, juste pour un peu tordre le cou à la question de la psychologisation dont parlait Daniel tout à l'heure et que vous avez certainement vu à l'œuvre. Le risque, il est là, c'est que on ne vous parle pas de travail, on vous parle de relations interpersonnelles. Et on vous dit oui, mais c'est parce que toi, tu es un peu susceptible, l'autre est un peu perfectionniste, essayez de vous arranger quand même, ne faites pas perdre de temps. L'important dans ces situations-là, c'est de toujours remettre le travail au cœur de la discussion. C'est de dire non, je ne suis pas susceptible, j'ai trop de travail, je te le démontre. Et non, il n'est pas perfectionniste, il veut faire bien son travail et on se met autour d'une table pour en discuter. Donc voilà comment éviter cette psychologisation et je terminerai avec le discours des avocats d'employeurs réguliers depuis des années maintenant et que vous entendez certainement en entreprise, c'est que moi je fais ma belle démonstration, je présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence. Ah non, des conclusions, pas de PowerPoint, les prud'hommes n'ont pas les moyens d'avoir un écran. Et l'avocat de l'employeur commence en disant « J'ai écouté ma conscience, mais tout ça c'est du ressenti. Je suis sûre que vous l'avez entendu. » C'est-à-dire qu'on dénie la réalité. Je viens de présenter des faits, je viens de donner des exemples. On me dit c'est du ressenti. Et donc, vous voyez, la question de la psychologisation, c'est pas seulement sur la personne, l'humanisation, c'est vous qu'on veut, vous êtes un talent, etc., etc. Non, c'est aussi de dénier ce que vous êtes en train d'écrire en vous disant c'est du ressenti. Donc, ça n'est pas vrai. Tu le crois, toi, mais ton voisin ne dirait pas la même chose. Donc là, le danger est là, il faut en être conscient. Excusez-moi, je voulais juste rebondir sur ce que... Ah non, non, il y a quelqu'un qui a... Ah si, faut que tout le monde vous entende. Puis il y a madame qui a demandé. Oui, il y a madame... Dans le sens de ce que disait madame Saada, oui, il y a eu un café. Je vais faire très bref. Juste avant que vous n'interveniez, madame Saada, il y a eu un café théma qui était sur la psychologisation des évaluations managériales. Et j'allais y venir justement avant que... Et ça m'interpelle vraiment. Merci. Oui, j'ai une question en fait. Je sais que c'est compliqué et on ne peut pas y répondre en 2 minutes, mais est-ce que vous avez des pistes pour
se libérer du lien de subordination. Elle a écrit un livre. Piste pour se libérer du lien de subordination. Je crois que c'est le meurtre. Le meurtre, oui, mais là c'est interdit en principe par la loi. Donc je vous déconseille. Mais je pense que le plus il faut d'abord mener un combat idéologique. C'est-à-dire que je suis extrêmement frappée par le fait qu'aucun syndicat ne se pose cette question. Et aucun... Pardon ? J'ai pas... Ah, elle est syndicaliste. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais quand je dis syndicat, je veux dire les directions qui définissent les causes sur lesquelles il faut se battre, la stratégie, l'orientation, etc., ne posent pas la subordination comme un problème en soi. Ils considèrent que c'est grâce, c'est ce que j'ai entendu souvent dans la bouche du responsable, c'est grâce à la subordination qu'on a des garanties, des protections, etc. C'est parce que l'employeur est considéré comme responsable de la santé physique et mentale qu'il doit protéger les salariés. Donc il va protéger les salariés parce que la subordination, elle l'impose, c'est la contrepartie de la subordination pour l'employeur. Voilà. C'est ce que j'entends souvent. Or, vraiment en tant que sociologue, avec les analyses que j'essaye de faire, tout me démontre que le lien de subordination empêche de remettre en question la logique fondamentale du modèle managérial qui se base sur l'idée qu'il faut avoir les salariés sous emprise, il faut les dominer, il faut leur imposer des méthodes de travail qui correspondent aux objectifs poursuivis par sa direction. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Et si vous voulez, moi je suis assez consternée vraiment par l'évolution qu'on a connue depuis un certain temps. En 1998, par exemple, le CNPF s'est rebaptisé le MEDEF. C'est-à-dire que le Conseil national du patronat français est devenu le mouvement des entreprises de France. On parlait de la novlangue managériale, des mots, etc. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? Que le patronat égale les entreprises. Or, une entreprise, ce n'est pas le patronat. C'est constitué par l'ensemble de catégories socio-professionnelles qui constituent l'entreprise. Il y a une direction qui renvoie à la notion de patronat, tout le reste est autre chose. Or, maintenant, le CNPF, c'est le mouvement des entreprises de France. C'est passé comme une lettre à la poste. Aucun syndicat n'a rien dit, personne n'a protesté de cette usurpation symbolique absolument incroyable qui dit l'entreprise c'est nous. Et désormais, quand vous entendez les gens des MEDEF s'exprimer, ils disent nous les entreprises avons besoin que, nous les entreprises pensons que. Et c'est devenu complètement naturalisé. C'est-à-dire que tout le monde trouve ça normal. Au point que je vais souvent dans des débats syndicaux et je dis, quand les syndicalistes disent « Ah, il faut combattre les entreprises parce qu'elles veulent que… » Je dis « Non, ce n'est pas les entreprises, ce sont les directions. Alors regarde, ah oui, mais non, mais bien sûr. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, il faut vraiment affronter les entreprises parce que c'est devenu complètement naturel. Et c'est une manière de se déposséder soi-même en tant que salarié et en tant qu'organisationnel du fait que l'entreprise, c'est un enjeu de société fondamental, puisqu'on y décide de l'organisation du travail, donc des méthodes de mise au travail des salariés, c'est-à-dire de comment sera constituée la vie au travail des gens qui vont œuvrer dans les entreprises. Donc la subordination, elle est inscrite dans la jurisprudence et le code du travail, et toute la stratégie managériale, c'est comment concrétiser cette subordination, c'est-à-dire comment asseoir l'emprise, la domination des salariés, et c'est légal. C'est légal. Si vous n'acceptez pas de m'obéir, eh bien c'est une faute professionnelle qui peut mener à un licenciement. Donc comment vous allez critiquer la manière d'imposer un type de travail, des types de logiciels? Oui. Alors, nuance. Allez, je me méfie beaucoup des avocats et de leurs nuances. Mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, bien sûr qu'il y a des nuances, etc. Mais ça inscrit dans l'esprit des salariés
que le travail n'est pas un enjeu politique et sociétal, mais que ça relève, et c'est inscrit dans le Code du travail, ça relève de la responsabilité et de la décision de l'employeur, à qui il revient d'organiser du travail, donc de décider de comment vous allez travailler. Si on reste là-dedans, comment voulez-vous qu'on fasse évoluer les choses? Donc je pense que quand on entend le MEDEF qui dit la CGT est archaïque, le Sud encore plus, etc., etc., est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de plus archaïque que le lien de subordination qui renvoie à des notions historiques de vassalité? Parce que qu'est-ce que c'était un vassal par rapport au seigneur? Le seigneur disait, je te protège, je lève une armée que je paye pour te protéger des invasions étrangères, moyennant quoi tu travailles pour moi. Et là, l'employeur qui est responsable de la sécurité et de la santé physique et mentale des salariés dit « je te protège, donc tu travailles comme je te dis de travailler et tu la fermes ». Voilà. Et ça, je crois que là, il y a un vrai problème de prise de conscience collective du fait que c'est archaïque et de dire au patronat la méthode que vous avez de mise au travail au XXIe siècle, elle est totalement archaïque, il faut la repenser et inventer un contrat d'engagement réciproque, où on puisse imaginer que la direction repensait effectivement d'une manière différente et les salariés ont des engagements, des droits et des devoirs, mais qui fassent l'objet d'un débat de citoyens, et j'arrête. Non, arrêtez, merci beaucoup.